Alors, moteur caméra. Ça tourne. Ok. Action. L'élu local, celui qui nous représente, nous citoyens, intrigue et fascine. Mais l'élu, c'est avant tout des élus. Parce qu'il y a quand même 1880 conseillers régionaux, 4052 conseillers généraux et 524 280 conseillers municipaux. Alors, ces élus, qui sont-ils et que font-ils? D'un point de vue statistique, l'élu local, notamment s'il occupe une fonction importante, est plutôt un homme. Par exemple, chez les maires, 16% seulement sont des femmes. Cet élu local est assez âgé. Chez les maires toujours, seuls 4% ont moins de 40 ans. Et enfin, plus d'une fois sur deux, il est cadre supérieur ou de profession intellectuelle. Bon, à une exception près quand même, dans les petites communes où les agriculteurs sont les plus représentés. Pour faire évoluer tout ça, depuis les années 2000, il y a eu plusieurs lois sur la parité et puis sur le cumul des mandats. Mais bon, de là à constater de vrais changements sur le terrain, on n'y est pas encore. Après, au-delà des statistiques, les profils des élus locaux sont quand même plus variés. Déjà, il y a de grosses différences entre toutes les couches du fameux millefeuille territorial. Régions, départements, communes, collectivités d'outre-mer, intercommunalités, etc. Et puis, on ne peut pas mettre dans le même panier les élus des villes et les élus des champs, les cumulards professionnels de la politique, les soi-disant petits élus et puis les grands élus qui sont à des postes exécutifs, comme un maire par exemple. Bref, il y a autant d'élus que de pratiques et de responsabilités différentes. Aussi varié soit-il, le personnage de l'élu local a quand même beaucoup évolué depuis les années 60. À l'époque, l'élu local, c'était avant tout un notable. C'était lui qui assurait le lien entre la population et un système politico-administratif assez figé. Et puis pour lui, c'était surtout le passage obligé vers une grande carrière nationale. Ensuite, les différentes lois de décentralisation ont un peu bouleversé l'organisation des pouvoirs et ont renforcé celui des élus locaux. En 1982, la loi Defferre crée des conseils régionaux et permet un premier transfert de compétences du national vers le local. Et en 2003, l'acte 2 de la décentralisation rend les collectivités territoriales encore plus autonomes, notamment financièrement. Cette montée en puissance des collectivités locales a entraîné une professionnalisation des élus locaux. Ceux-ci deviennent des entrepreneurs, des gestionnaires, des chefs d'entreprise de leur administration. Du coup, la facette de l'élu gestionnaire n'efface pas celle de l'élu notable, mais s'y ajoute et complexifie le métier des élus locaux. Ces élus gestionnaires se doivent de maîtriser parfaitement les nouveaux outils de management qui se répandent dans l'administration. Ça rend les carrières locales de plus en plus valorisantes et on commence à voir des maires de grandes agglomérations refuser des postes de ministres. Une question reste ouverte. Est-ce que ces nouveaux outils imposent aux élus locaux les grandes tendances internationales, comme les normes européennes, l'alignement avec le secteur privé, le diktat de la rentabilité? Ou, au contraire, est-ce que les nouveaux outils leur permettent d'être plus libres et plus autonomes pour agir sur leur territoire? C'est ce qu'on appelle la controverse standardisation contre différenciation. Qu'ils soient conseillers municipaux, présidents de commission, adjoints, vice-présidents, maires, présidents de région ou autres, les élus locaux ne travaillent jamais seuls au sein de leur collectivité. D'abord, ils sont entourés de collaborateurs, jusqu'à plus d'une dizaine parfois. Ce sont des agents au statut bien particulier, choisis par l'élu ou son groupe politique, et travaillant pour lui. Chez les fameux grands élus, ces collaborateurs forment le cabinet, dirigé par le DIRCAB, le directeur de cabinet. Ensuite, les élus locaux travaillent aussi avec d'autres élus et les services de l'administration. Et ce sont bien souvent ces services-là qui, élu après élu, mandat après mandat, possèdent une bonne expertise technique. Mais les relations ne sont pas toujours paisibles, loin de là. D'un côté, les services peuvent parfois regretter un manque de dialogue et se sentir pris pour de simples exécutants.
Dans certains cas, ils peuvent carrément recevoir des instructions contradictoires entre leur direction générale et les élus. Et de l'autre côté, les élus peuvent se sentir dépassés par le labyrinthe des circuits internes de l'administration. Parfois, ils ont même l'impression d'être court-circuités par le cabinet, alors que les élus du peuple, c'est eux quand même. Alors comment remettre de l'huile dans les rouages des rapports entre les élus et les agents? Difficile de s'imaginer de quoi est composé le quotidien d'un élu, d'autant qu'il est impossible de généraliser. Mais prenons un exemple avec une journée type d'un vice-président d'un conseil régional. De 7h30 à 9h30, il travaille chez lui. Puis, à 9h30, un chauffeur vient le chercher pour l'amener à une réunion concernant le plan local d'insertion. Ce début de journée correspond aux activités techniques de l'élu, liées au travail de fond avec les services sur l'élaboration des politiques publiques. À 11h30, le chauffeur l'emmène à 100 km de là pour déjeuner avec un maire également élu régional et inscrit sur la même liste que lui. C'est la partie du métier consacrée aux activités partisanes, à sa famille politique, au réseau. À 14h, retour au conseil régional pour continuer le travail matinal avec d'autres élus régionaux. Enfin, à 18h, il se fait ramener chez lui dans sa circonscription à 1h30 de route de là. Pendant le trajet, il réalise un entretien téléphonique pour un magazine régional, puis, une fois arrivé, il assiste à la représentation d'une pièce de théâtre. Cette fin de journée est donc consacrée à des activités de représentation publique. Et le lendemain, rebelote, et ainsi de suite pendant les 6 années du mandat, pris dans le tourbillon du système administratif. Et encore, c'est sans compter les possibles cumuls de mandats. Avec un rythme imposé comme celui-là, pas étonnant que les citoyens se sentent souvent déconnectés de leurs élus locaux. Le métier des élus locaux n'a pas fini d'évoluer, qu'il s'agisse du non-cumul des mandats, de la parité, de la décentralisation. Il y a plus de 30 ans, les chercheurs se demandaient déjà si les élites politiques locales étaient les gardiens de la permanence ou les initiateurs du changement. Aujourd'hui, la question reste toujours d'actualité. Et vous en pensez quoi ?